Voilà, alors pour ceux qui arrivent petit à petit, donc je les accueille dans ce temps de réflexion sur un sujet qui me paraît vraiment essentiel, traverser les épreuves de leadership, une voie de transformation intérieure. Vous savez, peut-être d'expérience, on ne devient pas leader uniquement par la réussite. Ce sont souvent les épreuves, celles qui nous ébranlent, qui nous remettent en question, qui révèlent ce que nous portons vraiment. Et aujourd'hui, donc, je vous propose de prendre un moment pour relire certains passages clés de votre parcours avec un éclairage particulier, celui de votre dimension intérieure que nous appelons la spiritualité. Pour ceux qui me connaissent moins, je suis maître de conférence à l'université Paris-Panthéon-Assas. Je dirige le master exécutif du CIFOP. J'ai d'ailleurs invité pas mal de CIFOPiens. Et donc, je suis chercheur en gestion. J'ai publié des ouvrages, je vais vous envoyer certains là qui s'affichent. Et on va d'ailleurs plutôt se centrer sur celui de gauche, la diriger avec son âme. Et donc, j'ai fait beaucoup de travaux de recherche et je propose une approche intérieure pour faire de l'épreuve un passage qui permet de grandir dans son leadership. On va expliquer à l'instant. Alors, ma conception de la spiritualité et de l'accompagnement s'éloigne du domaine religieux. C'est pas non plus dans une démarche de coaching formatée. Euh, c'est en fait plutôt le fruit de mon expérience, le fruit de toutes mes connaissances en matière de comportement organisationnel, de management, de psychologie, de mes travaux sur la spiritualité des dirigeants, de mon expérience d'accompagnement aussi. Et tout ça est là au service d'une écoute vraie, d'un travail en profondeur et d'un éclairage qui, voilà, se veut vous aider à voir plus clair en vous. Alors, bah, tout d'abord, quelques définitions, hein. C'est quand même toujours important de savoir de quoi on parle à propos de leadership. Donc, on pose quelques termes. Donc, le leadership, dans sa définition classique, hein, c'est la capacité à influencer, à motiver, à guider. C'est une capacité essentielle dans nos vies, nos familles, nos équipes, nos projets. Rien ne se construit sans un minimum d'initiative, de vision, d'impact sur les autres. Et alors, bon, on a quand même une certaine bonne nouvelle, c'est que nous avons tous une part de leadership. Il n'y a pas besoin d'être un PDG, un chef d'État pour cela. Il suffit d'être un être humain engagé, responsable de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, ce que nous apporte Jody Fry, avec l'épithète spirituelle, c'est une forme de leadership particulier, va plus loin encore, il ne se contente pas d'agir parce qu'il aligne. Il s'appuie sur une vision qui est porteuse de sens, sur des valeurs profondes, et il nourrit chez les autres un sentiment de vocation, d'appartenance et de cohérence. Il permet d'agir sans se perdre et d'emmener les autres sans les écraser. Alors, je vais commencer par vous poser une petite question, vous inviter à une petite pause réflexive. On reviendra d'ailleurs là-dessus. Mais vous pouvez déjà maintenant commencer à réfléchir à vous, votre parcours. Peut-être dans ce parcours, y a-t-il eu justement une épreuve, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et cette épreuve, elle a peut-être marqué un tournant dans votre manière de diriger ou d'accompagner. J'aimerais que laisser cette expérience monter doucement depuis votre mémoire. Elle n'a pas besoin d'être spectaculaire, elle a juste besoin d'être vraie. Je voudrais que vous la gardiez en vous comme un repère discret pour la suite de ce que je vais vous dire, et elle pourra vous éclairer sur ce que nous allons explorer ensemble. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Alors, tout d'abord, quelques idées de concepts et de notions à définir pour qu'on soit bien au clair avec ces notions de passage de leadership.
et de déraillement de carrière. Et j'ai représenté ça avec un train qui est sur des rails, hein, et donc les rails, malheureusement, c'est vrai qu'on peut aussi dérailler. Donc, on va essayer de comprendre un peu tout ça. Dans les parcours professionnels, il y a des moments où on perd pied, où ce qui fonctionnait jusque-là ne suffit plus. C'est ce qu'on appelle le déraillement de carrière. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire une alerte précieuse. Ça veut dire que quelque chose doit évoluer. Le déraillement nous oblige à sortir du pilotage automatique, à nous réajuster et à retrouver notre juste tendance, en effet, ça, on l'a bien vu avec les approches jungiennes, à parfois aller toujours dans le même sens, dans le même sillon, et parfois, là, on signale que quelque chose doit changer. Alors, de façon très concrète, et c'est le cas, par exemple, quand on peut avoir un excellent technicien qui est promu manager, mais il continue à faire tout lui-même, croyant que son efficacité passe par le contrôle. Donc, il épuise ses équipes et lui-même. Ça peut être aussi une personne qui brillait par son expertise technique, qui reste focalisée sur l'opérationnel, alors que son nouveau rôle exige du recul, de la coordination et une vision d'ensemble. Ça peut être aussi un manager qui ne sait pas écouter, qui n'installe ni confiance ni clarté et qui finit par perdre l'adhésion de ses équipes. Il peut y avoir aussi des cadres qui ne parviennent pas à penser à long terme, alors que leur poste exige d'anticiper et de construire des alliances. Peut être aussi une personne très engagée individuellement, mais qui peut avoir du mal à passer à une logique de responsabilité collective, à incarner une mission qui dépasse sa propre performance. Donc le plus souvent, ces déraillements surviennent au moment d'un passage de leadership qui est mal accompli. Ces transitions ont d'abord été identifiées dans la carrière. Donc autrement dit, elles sont manifestées dans le cheminement vertical des échelons hiérarchiques. Et on va en voir trois exemples après. Mais comme les structures hiérarchiques ont tendance à s'aplatir, ben, nous observons aussi maintenant d'autres natures de passage par la suite. Donc, ce qu'on voit, c'est que chaque transition demande bien plus qu'un changement de fiche de poste. Ça implique des renoncements, des apprentissages et surtout un changement de posture. Donc, c'est pas l'absence de compétences qui provoque la rupture, mais c'est le fait de ne pas avoir abordé le nouveau défi comme un passage. On continue en fait à faire comme on le faisait dans l'ancien monde avec ses propres routines, alors qu'en fait, notre rôle appelle un changement. Donc ce décalage, si on ne le prend pas en compte, ça fragilise la personne et l'organisation. Alors, la seule chose d'intéressante, c'est que on a quand même beaucoup travaillé sur cette notion. Donc, les passages sont reconnus, sont identifiés, donc on peut ainsi les accompagner. Alors justement, nous allons maintenant, que du CIFOP, on va rafraîchir un peu les connaissances et pour les autres peut-être découvrir donc quelques manifestations de ces différents passages. Je commence d'abord par les plus anciens, les plus hiérarchiques, les plus connus. Commençons donc par le premier de manager soi à manager les autres. Bon, le premier choc de leadership, hein, c'est le fait que les individus doivent souvent quitter leur expertise technique pour endosser un rôle de management. Certains continuent à vouloir faire les mêmes activités techniques, et oui, c'est souvent plus simple parce qu'on s'est construit dans sa légitimité et qu'on est à l'aise avec cette maîtrise technique. Et là, malheureusement, on n'effectue pas la transition de comportement, qui souvent est basée sur des valeurs de leadership. Et donc là, il faut apprendre à planifier le travail des autres, à motiver, à coacher, à mesurer les performances. Puis aussi, on est dans l'acquisition de compétences en gestion du temps, hein, qui devient vraiment important. Donc là, on entre dans une logique de facilitation, d'accompagnement, parfois aussi d'effacement. Et ça, c'est parfois difficile hein, de vivre cet effacement, parce qu'il faut aussi apprendre à composer avec des rythmes, des résistances, des maladresses, d'une équipe qui ne fait pas comme nous. C'est déstabilisant. Alors, il y a des pièges très classiques et reconnus.
le fait de micromanager, donc c'est vouloir tout, ne pas faire confiance, corriger. À l'inverse, au contraire, ben, parce qu'on est un peu dépassé, ben, on est dans le laisser-faire, on se replie sur soi et on n'ose plus agir par faute de repères. Donc ce passage peut être douloureux parce qu'il oblige à redéfinir son identité professionnelle. Alors, c'est vrai qu'on passe aussi du faire au rendre possible, hein, c'est un point intéressant à avoir en tête. En voyons maintenant un deuxième passage de manager les autres à manager les managers. Donc là, on est dans un deuxième seuil qui est moins visible que le premier, mais qui est tout aussi décisif. Là, il s'agit pour le manager de se désengager de tâches individuelles et de se concentrer sur la gestion des équipes managériales. Donc, ça veut dire choisir, coacher des personnes qui à leur tour vont devenir managers. Ça veut dire penser au-delà de sa propre fonction, accepter de se délester de certaines responsabilités techniques. Il y a un risque, c'est de s'entourer de personnes qui sont des conseillers techniques, des contributeurs individuels, mais pas des leaders potentiels pour des postes de management. Donc en fait, le vrai défi, c'est de savoir repérer les bons relais, de les faire émerger, de les soutenir dans leur propre posture de leadership. Donc là, il y a un vrai passage qui s'opère hein, quand on est capable de comprendre que le rôle n'est plus d'être rassurant par la présence, mais fécond par la capacité à former des managers autonomes. Voyons maintenant le troisième passage à titre d'illustration. En fait, il y en a beaucoup plus, mais bon, on va se concentrer uniquement sur les trois peut-être les plus médias, on va dire. Donc ici, il s'agit en tant que leader fonctionnel d'assumer la responsabilité d'un ensemble d'activités d'une fonction. Donc, ce qui fait la différence ici, c'est qu'on a vraiment besoin de grandir en matière de communication. Donc là, il y a vraiment un talent de communication très important parce qu'on doit gérer deux niveaux hiérarchiques et coordonner d'autres services. Donc, on doit savoir gérer des domaines en dehors de son expertise directe, comprendre le nouveau travail et lui donner de la valeur. Fusionner aussi la stratégie de sa fonction avec celle de l'entreprise et adopter une perspective à long terme. Il s'agit aussi d'apprendre à déléguer, à donner de l'autonomie et à se détacher des anciennes équipes. Hein. Donc, la plupart du temps, d'ailleurs, sur tous ces passages, on se rend compte qu'il faut savoir se délester de ce qu'on faisait avant, savoir libérer de certaines choses auxquelles on pouvait être attaché, qui parfois pose problème. Souvent, les gens reviennent justement à ce qu'ils savaient bien faire, ce qu'ils aimaient bien faire également. Ce qui fait que le passage peut ne pas être tout à fait réussi. Alors, voyons trois archétypes de passage. En fait, j'aimerais vous présenter trois formes de passage de leadership que j'ai souvent rencontrées dans les récits de dirigeants, dans les moments de bascule et au fil des accompagnements. Ce sont des moments charnières qui bousculent les personnes profondément et qui, s'ils sont traversés avec lucidité, sont vraiment d'une valeur ajoutée pour chaque personne. Alors, tout d'abord, il y a le choc de la première grande responsabilité. Ça peut être assez brutal. Le dirigeant va être propulsé à un poste clé sans vraie transition. On parle aussi de stretch assignment, hein, dans le sens qu'on va se retrouver seul face à des décisions, exposé à de la pression, parfois à des jeux politiques, on maîtrise mal. Et donc là, on découvre la solitude du pouvoir, un sentiment d'illégitimité, des peurs qui sont parfois paralysantes. Et là, peut-être l'un des réflexes possibles, un des éléments qu'on peut gagner dans ce passage, c'est lorsqu'on accepte qu'on ne sait pas tout et quand on apprend à demander de l'aide autour de soi. Et donc, quelque part aussi, ça nous amène à nous structurer intérieurement, à tenir debout dans l'incertitude et à accepter
incertitude. Voilà un des premiers points. Le deuxième point, c'est l'échec. Face à un échec stratégique, majeur, là, on a un basculement qui vient d'un revers brutal, peut-être une décision qu'on a mal anticipée, une rupture de confiance, un conflit, une perte majeure. Et là, ce genre de crise, ça ne remet pas seulement en cause une action, mais souvent l'image qu'on a de soi en tant que leader. Donc là, il faut relire ces schémas, reconnaître ses angles morts, oser assumer l'échec sans se réduire, sans se définir par l'échec. Quand ce passage est traversé sans fuir, sans cynisme, eh ben, il donne lieu à un style de leadership renouvelé, plus lucide et plus solide. Troisième forme aussi, la crise éthique, la crise morale, le conflit de valeurs. Ça, c'est un passage qui est très intime, qui surgit quand le dirigeant est mis en tension entre ce qu'il croit juste et ce qu'on lui demande de faire. Que peut-il faire? Fermer les yeux? Licencier une personne sans motif? Trahir une parole donnée? À ce moment, c'est plus une question de stratégie, mais d'alignement intérieur. Alors, est-ce qu'on va choisir la conformité, la fidélité à soi-même, une forme d'intégrité? Donc, voilà. En tout cas, c'est un passage qui va permettre de grandir dans un leadership plus incarné et plus courageux. Hein, la spiritualité, c'est aussi souvent la découverte du coup. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui peut aussi être plus contagieux auprès des autres. Voilà pour ces trois éléments. Je voudrais maintenant vous présenter des mini-cas pour rendre toujours ça un petit peu plus concret. Donc, je vous en propose trois qui ont pu être observés, travaillés. Donc, je prends le cas de Julien, qui est un directeur opérationnel dans une entreprise industrielle de taille moyenne. Il est reconnu pour son efficacité, sa rigueur, son sens du détail. Il a gravi des échelons grâce à sa fiabilité, à son engagement. Lors d'une réorganisation, il décide seul de modifier en profondeur les missions des chefs d'équipe. Il pense bien faire, il veut alléger les charges, simplifier les process, mieux répartir les responsabilités. Il ne consulte personne, convaincu d'agir pour le bien de tous. Mais la réaction est immédiate, des tensions surviennent, avec des refus d'appliquer les directives, une forme de désengagement. Julien est surpris, il est presque blessé, lui qui croyait prévenir. Les résistances se retrouvent soudain isolées, contestées, incompris. Ce passage devient pour lui une épreuve d'humilité. Il découvre qu'une intention juste, sécuriser, optimiser, anticiper, ben, ça peut produire des effets délétères si ce n'est pas partagé avec les équipes. Donc progressivement, il va peut-être réaliser que le mécanisme de contrôle alimenté par, en fait, par sa peur, est alimenté par sa peur de l'imprévu. Et donc, ce qu'il croyait être de la rigueur masquait en réalité une difficulté à faire confiance. Le véritable passage s'opère lorsque on accepte de réintégrer la relation dans la décision. On commence à écouter les objections, à ouvrir l'espace de discussion, à confier à ses managers une part de co-construction. On ne renonce pas aux exigences, au contraire, mais voilà, on entre dans la confiance, dans l'écoute, et pas seulement dans le cadrage uniquement. Voilà pour le cas de Julien. Voyons un deuxième cas, le cas de Sophie, qui est prise entre des valeurs, des intérêts. Donc, elle dirige une agence de communication depuis une dizaine d'années. Elle a construit son image dans le respect des personnes, la clarté des relations, cherche à avoir un équilibre entre performance et qualité de vie. Ces valeurs ne sont pas des slogans, elles ont façonné la culture de son entreprise. Elle a fidélisé aussi ses équipes. Voilà, et elle a inspiré aussi ses premiers clients. Et depuis quelques mois, elle a un client majeur qui met tout cela à l'épreuve. Il multiplie des demandes urgentes et irréalistes, qui méprise ouvertement certains collaborateurs, qui impose des contenus qui heurtent l'éthique de l'agence.
Le chiffre d'affaires progresse, mais l'ambiance se dégrade, les équipes s'épuisent, les valeurs s'effacent et Sophie commence à douter. Elle sent qu'elle s'éloigne de ce qui l'a portée au départ. Que vaut une réussite économique si elle se paye au prix d'une trahison intérieure? Tant ce client représente une part significative du chiffre d'affaires. Peut-elle s'en passer sans mettre l'agence en péril? Faut-il rompre immédiatement le contrat? Faut-il renégocier? Faut-il préparer une sortie progressive? Est-ce qu'il faut tenir encore un peu sans agir? Voilà toutes les questions que l'on peut se poser lors de ce passage qui est quasiment existentiel et qui oblige Sophie à revisiter sa fidélité à ses valeurs, à ses collaborateurs, à sa vocation. Faut-il préserver l'entreprise, préserver son âme? Là se joue véritablement un acte de leadership. Enfin, un troisième dernier petit cas, c'est le cas de Marc, qui a longtemps occupé un poste de cadre supérieur dans une grande entreprise qui est reconnue pour ses résultats, son engagement, son professionnalisme. Tout semblait en ordre jusqu'au jour où, à la faveur d'une réorganisation, il est évincé sans véritable explication. Choc et rude. Il vit cela comme une injustice. Il rubine, il se replie, il doute. Pendant plusieurs mois, il tourne en rond. Puis, presque par hasard, il accepte de donner un coup de main dans une association d'aide à des jeunes, sans enjeu, sans statut, juste se rendre utile. Voilà. Et c'est ce qu'il y trouve le surprend. Dans ce nouveau cadre, il découvre un autre regard sur lui-même, plus simple, plus vrai, plus humain. Il n'est plus le cadre performant, mais un adulte qui écoute, qui vient, qui partage. Peu à peu, il retrouve une joie oubliée, une forme de présence à l'autre, un sentiment d'utilité qui ne passe plus par le pouvoir ou le résultat. Et un an plus tard, il accepte un poste dans une structure plus modeste, mais il n'est plus le même. Sa posture a changé. Il est moins dans le contrôle, il est plus dans l'écoute, moins dans l'image, plus dans l'essentiel. Il n'a pas simplement rebondi, il a traversé le passage. C'est celui de la redécouverte de soi, au-delà d'un rôle, une forme de dépouillement qui ouvre un leadership plus enraciné, mais aussi plus libre. Donc, je vais revenir un petit peu à l'exercice du début. Je vous propose maintenant un court moment d'introspection. On va prendre une minute là et de revenir à l'image que vous aviez au départ. Certes, je vous ai présenté aussi des exemples, ou un 6 cas d'exemples différents. Peut-être que l'un de ceux-là aussi a pu vous marquer, vous avez peut-être pu le vivre. Donc j'aimerais en tout cas que de visualiser une épreuve, peut-être en tout cas quelque chose qui vous a touché profondément. Maintenant, vous tiendrez cette épreuve, parfois on en a d'ailleurs beaucoup, hein. En tout cas, prenez-en une. De cette épreuve, voilà, essayez de vous poser des questions. Les questions, c'est d'abord une question à propos de vos ressentis. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Essayez d'explorer vos émotions. Est-ce que vous étiez dans la colère? Est-ce que vous étiez dans la peur, dans la solitude, dans l'impuissance? Voilà, qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Deuxième élément, qu'avez-vous perdu? Donc là, essayez d'identifier ce que cette épreuve vous a amené à abandonner ou à laisser derrière vous. Que c'est un statut, une illusion à propos de vous ou des autres, une forme de sécurité. Et enfin, troisième élément, très important, qu'avez-vous découvert sur vous-même ou qu'avez-vous appris?
Peut-être vous avez découvert en vous une force insoupçonnée, peut-être un besoin de vérité, un autre regard sur le sens de votre action. Donc, en vous questionnant de cette façon, eh bien, vous êtes en train de faire une relecture introspective de ce passage. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que vous pouvez ainsi donner du sens à ce qui s'est produit et peut-être à faire que de, des blessures que l'on peut vivre lors des passages, eh bien, profilent une initiation à quelque chose pour la suite de ce que nous avons à mener. Alors maintenant, je vous propose d'aller un petit peu plus loin sur ces passages et de saisir dans cette notion de passage de leadership et de déraillement, eh bien, d'observer la place de la spiritualité dans les épreuves. Donc, en fait, ici, la spiritualité n'apparaît pas comme un dogme religieux. C'est pas du tout ça. Elle n'est pas réservée à ceux qui adhèrent à une foi explicite, même si peut-être vous avez vous-même foi qui vous aide d'ailleurs à développer cette spiritualité. C'est tout à fait possible. Pas non plus écarter la religion, mais c'est pas forcément la foi, c'est pas forcément une pratique religieuse. C'est vraiment la dimension spirituelle comme un chemin intérieur, hein, une manière de revenir à vous-même pour discerner ce qui a du poids, ce qui vous élève, ce qui vous oriente. Alors, face à un passage de leadership, il y a trois ressources fondamentales. D'abord, le silence. Le silence est là pour apaiser notre agitation intérieure. Précédemment, je vous ai demandé quelles étaient vos émotions. Donc, les émotions, c'est vraiment l'agitation intérieure. Et donc là, avec la spiritualité, on entre dans une phase de silence. Ce silence, ce vide, nous permet de laisser émerger ce qui compte vraiment, ce qui est vraiment important, ce qui est essentiel. Le deuxième élément, c'est la relecture, comprendre ce qui s'est joué au-delà des apparences. Le troisième point aussi de ressources, c'est le sens. Le sens pour retrouver une direction alignée qui ne soit pas dictée par les seules attentes extérieures, mais qui soit nourrie par une cohérence intérieure. Le leader spirituel, c'est celui qui accepte de s'arrêter. Il ne décide pas dans la précipitation, il n'enchaîne pas les actes comme des automatismes. Il peut s'extraire des routines, il habite ses décisions, il écoute, il interroge, il aligne, il accepte de traverser les zones d'incertitude sans chercher à les fuir. Alors bien sûr, dans chaque passage, il y a une forme de renonciation à une part de soi qui peut être une part d'expertise, de contrôle, de visibilité aussi. Mais la spiritualité, elle est très forte parce qu'elle transforme ces renoncements en étapes d'un chemin de maturation intérieure. Elle aide à clarifier nos valeurs et à s'assurer que notre rôle professionnel reste cohérent avec ce que l'on souhaite réellement incarner dans le monde. Donc, il y a 5 manières concrètes dans la spiritualité pour nourrir un leadership incarné. D'abord, donner du sens au changement de posture. Donc, passer du faire au faire, quitter un rôle visible pour un rôle d'accompagnement, ça implique de lâcher une identité acquise. Donc, la spiritualité aide à ne pas vivre cela comme une perte, mais comme un progrès au service d'une mission plus vaste. Alors, je sais bien que tout le monde n'est pas attiré par les missions plus vastes, hein. Les dirigeants, ça ne parle pas du tout. Et d'autres qui sont prêts à ça. Vraiment de grandes différences par rapport. Deuxième point, renforcer l'alignement entre les valeurs et le rôle. Donc là, la spiritualité invite à interroger ce qui nous guide en profondeur, permet de vérifier si nos choix personnels sont en accord avec nos convictions personnelles. L'alignement devient décisif lorsqu'on accède à des fonctions plus stratégiques ou plus exposées. Troisième point, apporter de la profondeur aux décisions difficiles. Dans les dilemmes qui sont liés au pouvoir, à la loyauté, à l'intérêt,
La spiritualité offre un espace de discernement. Elle donne accès à une voie intérieure plus stable, moins réactive et enracinée dans les choses essentielles. Quatrième point, transformer le pouvoir en service. Donc là, on n'est pas dans l'idée d'un leadership comme une conquête, mais comme un service rendu à ses équipes, à la communauté, à la vision du bien commun. Donc, la spiritualité transforme notre rapport au statut, à la réussite, à l'autorité. On n'aura pas le même regard là-dessus. Diriger devient un acte d'engagement et non une affirmation de soi. Donc, dans l'affirmation de soi, hein, c'est l'idée que souvent le leadership est pensé comme centré sur l'ego. Donc, quelque part, on se sent de devoir contrôler, d'être visible. Au contraire, si on est mu par cette spiritualité, eh on va plutôt basculer dans le sens de l'engagement. Donc, diriger va signifier se mettre au service d'une cause, d'un collectif, d'un bien commun. Dernier point aussi, c'est soutenir dans les creux, les vides et les transitions, parce qu'entre les rôles, on est souvent dans l'isolement, parfois dans l'échec, hein, et la spiritualité permet de ne pas s'effondrer. Elle offre un point d'ancrage intérieur, un socle sur lequel on va pouvoir s'appuyer lorsque nos repères extérieurs vacillent. Donc ces périodes de creux sont souvent vécues comme... Mais grâce à la spiritualité, on peut les relire autrement. Non pas comme des temps morts, mais ce sont plutôt des espaces de maturation silencieuse, un peu comme des hivers. Et on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, mais en fait, ce sont des hivers fertiles, qui préparent une transformation profonde pour le printemps à venir. Voilà. J'aurais encore beaucoup avec l'idée d'internaliser nos forces. Beaucoup de personnes ignorent la puissance de leurs talents naturels et les vivent comme une évidence sans mesurer leur impact. Il est essentiel de les aider à prendre conscience de ce que les autres perçoivent comme des qualités fortes, mais qu'elles-mêmes sous-estiment. Connaître ces qualités nous passive. Donc, pour objectiver les forces, il est utile de croiser différents regards. C'est bien d'avoir recours à des feedbacks par des pairs, des collaborateurs, des superviseurs, car ces feedbacks permettent de déclencher un vrai dialogue intérieur centré sur ce qui fonctionne bien et pas seulement sur ce qui doit être corrigé. On peut avoir une longue liste de qualités, mais ça peut vite perdre son effet. Donc, il vaut mieux se concentrer sur les messages et présenter les forces comme un socle solide, lisible, sur lequel on va pouvoir bâtir son développement. Reconnaître ses forces, ça libère l'énergie mentale, permet de travailler les fragilités avec plus de sérénité, sans tomber dans la compensation permanente. Voilà. Prendre conscience de ses forces, ça apaise aussi la peur de l'échec, du jugement, du syndrome d'imposture, favorise une posture de leadership plus authentique, moins marquée par des exigences excessives. Certaines faiblesses aussi sont le revers d'une force surutilisée. Ça, c'est peut-être un peu le point essentiel de cette présentation avec vous. J'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Par exemple, une grande intelligence peut mener à de l'impatience. Il ne s'agit donc pas de renier les qualités, c'est important de connaître nos qualités, surtout nos qualités essentielles majeures, qui sont la plupart du temps détectables par les outils de la personnalité, en particulier les outils jungiens. Mais ce qui est important, c'est d'affiner l'usage en fonction des contextes et avec discernement et une grille de lecture à l'instant. Peut-être que vous connaissez le cadran d'Hoffman, ça vous dit peut-être quelque chose, mais on peut tout à fait le rapporter à ces interrogations sur les passages de leadership, sur la spiritualité. Donc, cet outil, moi, me semble vraiment éclairant. Il part d'une idée simple, mais qui est puissante, c'est que nos qualités majeures peuvent, si elles sont trop poussées, si on les surutilise, elles peuvent devenir un piège. Donc, vous voyez, ici sur le schéma, très bien, et là, le piège. Et ça, j'aimerais bien vous alerter là-dessus, parce que souvent, les passages de leadership, en tout cas, c'est vu dans la littérature, les travaux.
bien, viennent souvent de ces surutilisations des. Donc là, on trébuche. On ne s'en rend d'ailleurs pas compte puisque tout marchait bien avec notre qualité principale. Prenons l'exemple d'une personne qui aurait comme qualité la bienveillance. Donc, c'est quelqu'un qui agit naturellement avec écoute, avec attention, qui a le soin d'autres. C'est une vraie force relationnelle. Mais si cette qualité est suractivée, elle est poussée trop loin, elle peut glisser vers des formes de complaisance, vers des formes de laxisme. Donc là, on n'ose plus poser un cadre, on évite les décisions inconfortables, on tolère ce qui ne devrait pas l'être. Donc là, on peut dire qu'il y a un défi. Cette personne, là, on voit ici, l'inverse du piège, c'est le défi. Donc le défi de cette personne devient alors la fermeté. Donc savoir dire non, poser des limites, prendre position, sans renier la qualité principale, la bienveillance. Donc, ce défi, c'est souvent difficile à atteindre. Cette personne, elle entretient aussi une allergie, l'inverse, un peu dans les inverses, une allergie à l'autoritarisme. Donc, elle craint, en étant ferme, de devenir ce qu'elle rejette, une personne froide, dure et injuste. Ce cadran-là devient éclairant parce qu'il nous dit qu'il ne faut pas abandonner notre bienveillance, mais il faut simplement l'équilibrer, en accepter les limites, y ajouter des nuances, la capacité à dire les choses, à contenir, à recadrer avec justesse. On ne cherche pas à corriger la personne, mais à éclairer la part d'ombre de l'excès de qualité. Et donc, quelque part, ça nous aide à entrer dans un chemin de transformation respectueux. Donc, si cette démarche vous intéresse, hein, je vous laisserai à la suite un petit questionnaire que vous pouvez compléter. Vous choisirez une de vos valeurs, qui permettra de mieux connaître plein de pièges, défis et allergies. Je vois que ça passe très très vite le temps. Bon, alors donc là, ce que je voulais, c'est présenter les obstacles intérieurs au discernement. La phase de passage nous amène souvent à faire preuve de discernement et c'est d'autant plus vrai qu'on est marqué en France par une culture chrétienne quand même qui est très forte et qui est très apte au discernement. Donc, pourquoi c'est difficile de discerner dans un passage de leadership? Bah, parce qu'il y a des moments de bascule et on n'est pas neutre. On est traversé par des peurs, des attachements, des fidélités invisibles, et notre lucidité se brouille. Et on se trouve face en fait à plein d'obstacles affectifs, cognitifs, identitaires, contextuels et systémiques. Je vais peut-être en évoquer certains rapidement. D'abord, le besoin de reconnaissance, par exemple, le fait de chercher à plaire, à rassurer, à maintenir une image valorisante, parfois au détriment de la vérité. La peur du conflit aussi, fait que, bah, on peut éviter les décisions clivantes, on renonce à des choses difficiles. L'empathie mal régulée, hein, c'est-à-dire le fait que à trop faire preuve d'empathie, ben, on se soumet aux attentes des autres et on perd une distance critique. La colère refoulée, donc on devient un exutoire, un moyen de régler un compte plutôt que de faire un vrai choix. Puis au plan cognitif, il y a la rigidité, la simplification excessive, euh, la saturation informationnelle, la précipitation stratégique. Voilà, on a vraiment tout un ensemble d'éléments. Je ne vais peut-être pas trop les détailler parce que l'heure tourne, mais si vous êtes intéressé, ben, je pourrais les définir un petit peu plus précisément. En revanche, je vous invite à consulter l'ouvrage de Bougon, Falk et Hénin, Discerner, pour décider comment faire les bons choix en situation professionnelle. Ça me semble, ce travail qui a été accompli sur le discernement, et à la base le discernement ignatien, eh bien, on va trouver
5 grandes étapes sur lesquelles vous pouvez travailler, voilà, et qui peuvent vous être utiles. Par exemple, formuler la question, clarifier ce qui est vraiment en jeu. Quelle est la décision réelle à prendre? Pas rester au niveau technique, chercher l'enjeu humain, relationnel, symbolique. Ensuite, deuxième étape, retrouvez votre liberté intérieure, prenez du recul. Vos émotions, vos peurs peuvent influencer peut-être votre jugement, donc il faut se libérer de cette pression-là, voir plus clair, et des biais que je viens d'évoquer juste. Ensuite, délibérer avec justesse, évaluer les options avec des critères éthiques, pas seulement d'efficacité. Demandez-vous ce avec le plus les personnes, votre rôle, le sens profond de votre mission. Quatrième point, confirmer le choix. Une bonne décision, ça procure une forme de paix intérieure, ça clarifie. Si vous ressentez toujours tension et confusion, peut-être faut-il revoir l'analyse. La paix, c'est quand même un bon signal. Vous êtes dans le juste voie. Cinquièmement, mettre en œuvre les choses de façon lucide, là, avec cohérence, tout en étant vigilant pour s'observer. Voilà, n'oubliez pas d'accompagner les personnes concernées, de rester attentif aux effets concrets. Là, et peut-être votre engagement doit rester ajusté dans le. Là, on arrive au terme de cette présentation. Et en guise de conclusion, eh bien, je dirais que les passages de leadership ne sont pas des parenthèses, hein, ce sont des lieux d'ajustement profond, de vérité personnelle, de croissance invisible. Ils nous arrachent parfois à notre image, mais ils nous reconnectent à quelque chose de profond, à notre vocation. Donc, si vous deviez retenir quelques éléments, ben, prenez le temps de relire votre parcours. Entourez-vous d'un regard extérieur, d'espaces de parole. Je vous ai mis à disposition des livres qui peuvent vous inspirer sur le leadership spirituel. Vous pouvez aussi regarder les solutions de mentorat, de formation qui peuvent être proposées. Et l'autre point, si vous avez aussi envie de mieux vous connaître, je vous propose des petits tests, donc 2 petits tests, celui principalement que j'ai évoqué, le cadran d'Hoffman ici, donc il vous dit de cliquer avec votre QR code là-dessus. Ou si vous avez envie d'aller découvrir un autre outil que je n'ai pas eu le temps de présenter, eh bien, je vous propose celui-ci. J'ai Virginie qui est là, qui a eu, avec qui on a montré l'exemple. En tout cas, si vous complétez, vous aurez des exemples de rapports. Vous allez recevoir des exemples de rapports. Peut-être vous donneront envie d'aller plus loin. Et moi, voilà, je suis là. Si vous souhaitez. Si vous avez envie d'aller plus loin, ben voilà, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Alors, si vous avez des questions, ben n'hésitez pas. Peut prendre enfin, on a peut-être quelques minutes. Ah, ouais, non, il ne reste plus qu'une minute, c'est pas beaucoup. Sauf si certains d'entre vous ont envie de poser une question. N'hésitez pas, ou l'écrire dans le chat et j'y répondrai bien volontiers. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Oui, moi, Catherine, c'était super. J'ai trouvé ça remarquable, ton exposé. Merci beaucoup, hein. Ben, tu es gentil, Dominique. Je te remercie. Je suis contente que ça te soit utile. À toi le suivant. À toi le suivant. C'est vrai que c'est intéressant de partager. Ah non, c'est extraordinaire. Non, surtout, justement, enfin, enfin, démystifier, enfin, comment, la spiritualité et voir comment ça peut être une force dans l'exercice managérial, dans l'exercice de leadership. Ça, Exactement. Sans que ce soit un dogme. Oui, oui, Et de façon à ce que ce soit ouvert à tout, quelle que soit religion par oui, religion. oui. Voilà. J'espère que c'est vraiment quelque chose d'utile et de précieux. Bon, écoutez, Merci, s'il n'y a pas merci, d'autres questions,
Non, Catherine, merci Ah, beaucoup, hein. C'était très Alexandre qui parle en fait. Euh, J'aurais bien aimé avoir un peu plus de data, mais enfin, je pense que c'était pas forcément le lieu en fait, parce que ça a activé ma curiosité en termes de terrain et de recherche et de voir finalement si ce que tu proposes, quelle est voilà, l'étendue. Voilà, est-ce que c'est rare? Est-ce que c'est pas rare en fait? Ça concerne qui en fait? Est-ce qu'il y a une spiritualité féminine par exemple? oui, voilà une très bonne question. Ben, moi, j'avais noté quand même des différences, sans doute peut-être parce que souvent les femmes ont un talent d'expressivité, je suis vraiment désolée de le dire, une capacité à se relier facilement à leurs émotions. Et donc, elles ont tendance à les exprimer. Ça ne veut pas dire que les hommes les ressentent moins, mais ils les expriment différemment. L'expression n'est pas la même. Et c'est vrai que pour les femmes, j'ai eu des témoignages bouleversants, mais vraiment, vraiment bouleversants. Je trouve qu'il y a vraiment une différence homme-femme, un peu comme s'il y avait une forme d'autocontrôle beaucoup plus fort chez l'homme qui, pourtant, peut être tout à fait sensible à cela, mais donc du coup va l'exprimer d'une autre façon. Ça veut pas dire que c'est pas aussi puissant. Donc il faut se garder de l'expression du véhicule. Ce n'est pas suffisant pour exprimer ce qui se passe en fait à l'intérieur de chacun. Voilà. Ben, j'espère que vous ferez les petits exercices. C'est ça qui m'intéresse aussi. Allez, très bon après-midi à tous. Au revoir et merci Catherine. Au revoir. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi.